Le thème avec notre invité ce soir, c'est la facilitation de la CEDEAO, la C14 telle désabusée. Nous poserons la question à Philippe Mati Thomas Atakpa du Pacte socialiste pour le renouveau PSR. Monsieur Atakpa, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir toujours d'être sur vos antennes. Alors, ça fait un bon moment que la CEDEAO est impliquée dans la crise togolaise et tente une résolution. Dites-nous d'abord, est-ce qu'au niveau de la C14, dont votre parti est membre, on se satisfait de la manière dont la CEDEAO conduit le processus? Pour le moment, la CEDEAO fait son travail. La CEDEAO est venue pour départager le pouvoir et nous. Le pouvoir et ses alliés et nous. Mais la CEDEAO ne peut pas tout faire à notre place. Nous aussi, on doit faire notre part. Surtout, quand je dis nous, je parle du peuple togolais en général. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il y a une feuille de route. C'est vrai que nos amis, nos adversaires d'en face n'ont jamais respecté correctement cette feuille de route, comme d'ailleurs ils n'ont jamais respecté une institution dans ce pays. Donc c'est à nous de faire tout et tout pour que cette feuille de route soit respectée, pour qu'on fasse pour la première fois, je ne dirais pas pour la première fois, pour la troisième fois, parce qu'en 1958, on a fait de bonnes élections, en 1994, et donc, au moins pour la troisième fois, faire des élections crédibles, équitables, où on va sortir le gagnant, j'appellerai le gagnant pour lui dire félicitations, où on ne doit pas être là en disant combien de morts il va encore avoir, où on va se poser encore la question, mais on va contester, après on dit non, il faut une table ronde et on recommence à zéro. Pendant ce temps, le social est mis de côté, la jeunesse qui souffre, nos hôpitaux que j'appelle nos mouroirs d'ailleurs. Donc tout ça là, il fait que la CEDEAO doit prendre sa responsabilité. Vous dites si nous sommes satisfaits. Ben, nous serons satisfaits uniquement au lendemain des élections crédibles et équitables pour tout le monde. Parce que quand on écoute aujourd'hui beaucoup d'acteurs de la C14, on a l'impression que ce n'est pas le sens dans lequel vous voulez que les choses aillent, que la CEDEAO est forcément en train de conduire le processus. Mais la CEDEAO a donné une feuille de route. Et cette feuille de route, on doit la respecter. Déjà, une CENI paritaire. 8 pour le pouvoir, 8 pour la C14. Ce qui n'a pas été respecté pour le moment, parce que nos amis de l'UFC ont signé un contrat de gouvernement avec le pouvoir en place, le système RPT unir, c'est dit toujours de l'opposition. Moi, je suis effaré. Dans la vie, il faut assumer ce qu'on fait. Lorsque vous prenez une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut l'assumer. Mais voilà des gens qui signent un contrat de gouvernement, qui votent toutes les lois avec le pouvoir en place à l'Assemblée nationale, et après viennent nous dire non, à l'Assemblée nationale, nous on s'est inscrits dans l'opposition. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Par contre, en 2015, lors de la présidentielle, si j'ai bonne mémoire, j'ai vu des hauts cadres de ce même parti appeler à voter for Gnassingbé. J'ai vu la CPP, le Nouvelle Dynamique populaire, ou comment ça s'appelle, j'ai vu le PDR se réunir, dire nous soutenons les candidats du système RPT unir. Est-ce que après vous allez dire que vous êtes de l'opposition? Si le pouvoir ne s'est pas ouvert en faisant un gouvernement d'union avec eux, ce n'est pas de notre faute, nous qui sommes de l'opposition. C'est comme si vous me dites aujourd'hui Modem en France est un parti de l'opposition. Non, Modem n'est pas un parti de l'opposition. Aujourd'hui, Modem a signé un contrat avec le mouvement En Marche, avec Macron. Donc, il fait partie du pouvoir. Donc, il ne peut pas me dire qu'il est de l'opposition. Vous savez également la force de la loi dans un pays. Et dans le cas que vous évoquez, la loi est très claire là-dessus. On a beau épiloguer, mais la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Mais il ne faut pas voter des lois à géométrie variable. Mais c'est celle qui existe pour le moment. Je vous dis, l'ANC ne peut pas être, l'UFC ne peut pas être considéré comme un parti de l'opposition. C'est pas possible. Pour le moment, parlons de la loi. Non. Il faut qu'on reste légaliste
quand on veut faire... Une question. Depuis quand ce pouvoir a respecté la loi? Nous parlons de l'UFC, là. Oui, mais depuis quand... Oui, parce que aujourd'hui, c'est le pouvoir qui soutient l'UFC, hein, dans ses errements. Non, le pouvoir a dit, je rappelle, lors de la conférence de presse du gouvernement, le ministre Bahara a dit qu'il appartient à l'opposition d'aller régler ce problème, ça ne les regarde pas. Comment ça ne les regarde pas? Ça les regarde, parce que lorsque vous mettez un loup dans la bergerie, ne vous étonnez pas que vos moutons soient mangés. J'ai dit, et je maintiens, que l'UFC est un parti du pouvoir. Et d'ailleurs, je peux aller plus loin dans ma logique. Parce que ces mêmes personnes nous disent, attention, en 2005, vous, le PSR, quand vous parlez là, vous étiez au gouvernement. Mais ils oublient de dire que c'est un gouvernement d'union nationale. On n'a pas signé... C'est un gouvernement. Mais on n'a pas signé un contrat avec un pouvoir. Ça dit que... Mais vous vous rappelez, on a eu quasiment le même débat à l'époque où, par exemple, pour le CAR et autres, on disait non, ils sont partis soutenir le pouvoir et tout. Et c'était l'UFC qui faisait ce débat à l'époque. Mais... On est quasiment dans le même schéma. Je vous dis. Mais attention, vous savez, quand on a signé, comment ça s'appelle? L'APG, normalement, on s'est dit qu'on va faire un gouvernement d'union nationale. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui nous taxer qu'on était dans un gouvernement de pouvoir. Non, un gouvernement de pouvoir, c'est quoi? C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Lorsqu'un parti politique, moi, être du pouvoir, c'est pas une tare. Être de l'opposition, on n'est pas des fous. Il faut assumer. Moi, je n'aime pas les gens lunatiques, les gens qui ne savent pas où ils vont. Moi, je suis Philippe Mathieu Thomas Tepa. Je suis ici, j'ai une vision pour mon pays. Et la vision pour mon pays, c'est que tout le monde doit prendre sa responsabilité. Vous savez, notre pays, le Togo, est un petit pays. Il demande de nous, acteurs politiques, vous, les journalistes, la société civile, bref, il demande à tout le peuple togolais de faire tout dans la grandeur. C'est quand le peuple togolais serait grand que le Togo serait une grande nation. Vous dites ça aujourd'hui parce que vous avez besoin d'un sacrifice de l'UFC et comme ça vous arrange, vous tenez ce discours-là. Non, quand vous dites ça me arrange, rien ne m'arrange. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis clair dans mes démarches. Ça ne m'arrange pas, moi, Philippe Mathieu Thomas Tepa. Je parle de la C14. Je sais. Moi, c'est le Togo que je regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Togo aille de l'avant? Moi, je suis preneur de tout ce qui peut être bien pour mon pays. Le reste, c'est de la gesticulation. Alors, de la masturbation. Vous pensez aujourd'hui que si éventuellement l'UFC quitte, ça règle tout ce qu'il y a comme problème actuellement? Mais non, parce qu'il y a d'autres choses. Il y a le découpage électoral à avoir, il y a le mode de scrutin à avoir. Il n'y a rien qui vous étonne. Moi, ce qui m'étonne, dans le programme de la CENI actuelle, on nous parle de référendum. Ça veut dire qu'ils sont sûrs que le système... C'est dans l'optique, dans l'hypothèse où ça ne passait pas au 4-5... Non, mais ça veut dire qu'ils sont sûrs que ça ne passe pas. Bon, on a déjà vu le scénario. Non, mais le scénario, c'est le pouvoir qui ne vote pas. Nous... Non, on a vu le scénario en septembre. Je peux vous donner un exemple. Le pouvoir avait voté aux 2 tiers. Arrêtez. Oui. Vous savez, parfois, il faut être crédible dans la vie. Tout ce qu'on fait, il faut être crédible. Vous vous rappelez en 2014, la loi, là... Le 30 juin 2014. La loi a été envoyée à l'Assemblée nationale. Seuls nous, les opposants, avons voté cette loi. Vous imaginez un gouvernement soutenu par une majorité, et ce gouvernement envoie un projet de loi, et c'est sa majorité qui rejette, et c'est nous qui avions voté. Et le gouvernement a argué à l'époque que le projet n'était pas un projet pensé par le gouvernement, ce n'était que des conclusions de la discussion antérieure. J'ai dit. Vous savez, moi, je suis logique avec moi-même. C'était étonnant que ce soit nous qui votions cette loi. Donc, cette fois-ci, nous, on a dit ce que nous voulons pour notre pays, ce qui est bien pour notre pays. Si mettre ça dedans, nous allons voter. Donc, eux, c'est qu'ils ont peur qu'eux, ils ne votent pas. Donc, c'est pourquoi ils disent, bon, comme nous sommes sûrs que le système RPT unir, c'est-à-dire que les députés du système RPT unir ne vont pas voter la loi, donc automatiquement, allez, on va mettre une date pour le référendum. Non, mais s'ils ne votent pas, il n'y aura pas référendum. Parce qu'il faut les 2 tiers pour qu'on passe au référendum. Écoutez, le chef de l'État, qui a les 2 tiers aujourd'hui. Le chef de l'État peut décider d'aller au référendum. Le chef de l'État, oui. Bien sûr. Voilà, il peut décider. Donc, vous savez, nous là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Ce que nous attendons de notre pays, c'est de sortir de la crise politique pour enfin s'atteler aux vrais problèmes du pays. Je vous dis, l'emploi des jeunes, nos hôpitaux, nos universités, nos écoles,
nos routes. C'est-à-dire, il est temps qu'on construise notre pays plutôt que passer notre temps à parler matin, midi, soir de la politique. Sortir de la crise politique, vous le dites si bien, mais aujourd'hui, quand vous voyez la manière dont la CEDEAO mène le jeu, ça vous amène à la sortie? Ça veut dire? Parce que quand on a écouté le chef de file de l'opposition la dernière fois, il dit, en parlant de la CEDEAO, que c'est ceux qui veulent imposer les élections comme solution à la crise togolaise, donc à s'assurer que ces élections soient crédibles, etc. Et tout. Bon, bref, c'est-à-dire comme si la CEDEAO n'avait que le schéma élection pour sortir de crise, et comme si vous aviez un autre schéma. Non, parce que, vous savez, à la sortie de chaque élection, on dit, il y a, comment il dit ça, mais ça n'enterre... Oui, il y a eu quelques irrégularités. Voilà, quelques irrégularités. Qui n'entachent pas la crédibilité du scrutin. C'est la formule consacrée. Voilà, si c'est toujours ça qu'on veut nous servir, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, ça fait un an de dialogue, il n'y a rien qui change. Non. Quand vous dites ça, nous sommes toujours crédibles. Regardez dans tout... Mais vous faites comme si le diable était de l'autre côté et que vous êtes des anges. Non, il y a des diables de part et d'autre. Oui. Moi, je vous le concède. Il y a des diables de part et d'autre. Même peut-être que Philippe Atakwa était un diable même. Mais le problème, lorsque la feuille de route parle d'une CENI consensuelle, et que... Vous revenez attendez. Non, attendez. Parce que vous avez dit... Il y a d'autres choses. La question du découpage... Attendez. C'est la question la plus difficile, on s'imagine. Je vais aller jusqu'au bout de la logique. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le gouvernement qui parle au nom de la CENI, qui, normalement, est une CENI indépendante. Ça, déjà, c'est choquant. Après, nous allons parler du découpage électoral. Parce que... C'est après la guerre de la CENI, c'est ça? Oui, mais il y a beaucoup de choses. Parce qu'il y a même la Cour constitutionnelle. Oui. Il faut aussi qu'on regarde... Vous touchez du doigt des réformes fondamentales, mais on a l'impression que vous battez sur des broutilles. Non. Parce que les gens qui doivent surveiller nos élections, c'est Staline qui disait ça, ce n'est pas le vote qui compte. Oui. C'est ceux qui comptent le vote qui comptent. Donc ça, ce n'est pas des votes. Mais ce n'est pas la CENI qui compte le vote. Attention. C'est depuis les bureaux de vote. Oui, les bureaux de vote. Et après, c'est transmis au CELI. Voilà. Et les CELI transmettent à la CENI. Là où vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, il y a les procès-verbaux. Écoutez, ce que reçoit la CENI, c'est les procès-verbaux, c'est pas les... Il y a la CENI. Oui. De la CENI, il y a les CELI. Et les CELI, là, c'est eux qui mettent les gens dans le bureau de vote. Mais il y a quand même nos représentants. Oui. Je conviens avec vous. Mais vous savez comment ça se passe. Parfois, il y a des procès-verbaux. Il y a des procès-verbaux non signés par nos délégués dans ces bureaux. Ils font le forcing. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2015. Et à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez vu ce qui s'est passé en 2010 quand ils sont venus retirer nos ordinateurs, qui, je vous assure, on ne les a pas jusqu'alors. Mais moi, je ne comprends pas. S'ils sont sûrs de gagner, comme ils le disent, qu'ils gagnent toujours, s'ils sont sûrs, mais qu'est-ce qui les empêche d'accepter une CENI paritaire? Qu'est-ce qui les empêche qu'on fasse un recensement crédible pour éviter que les vieux, les cadavres, les jeunes, les étrangers votent? C'est pas ce qui s'est fait? Non. Il y a des... C'est-à-dire, on a eu la dernière fois un recensement global, disons-le comme ça. Donc, c'est très difficile, impossible qu'un mort aille se faire recenser. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai vu des gens avec cette carte. Cette carte, oui. Cette carte. Mais ils n'ont pas cette empreinte digitale. Attendez, monsieur. Vous pensez que on va dire oui, on va enlever tout ce qui est doublon, tout ça là, de la liste. D'accord. Mais après, les cartes, elles sont là. Moi, il y a un jeune du système RPT Union, un vrai militant qui m'a dit que eux, ils votent plusieurs fois. Et moi, en 2015, moi, je suis de la préfecture de Saute-Bois. C'est ma base politique. En 2015, il y a des salariés d'une société qui ont voté à Lomé. Après, on les a amenés à Saute-Bois voter. C'est ça. C'est-à-dire que quand on me dit... C'est très difficile notre pays. Et moi, ce que je veux, si demain RPT gagne, je les appelle, je les félicite. Mais si
la coalition de Philippe Atapa gagne, qui nous appelle pour nous féliciter. Alors, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le Togo. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour notre avenir. Tout ce que vous évoquez là, quand même, c'est quand même éminemment technique. Et vous pensez que c'est en envoyant des politiques à la CENI pour une guerre politique qu'on va régler les problèmes techniques? Mais il y a un problème. Il y a des gens qui disent qu'il faut une CENI technique, certes, qui les nomme. Une CENI technique sur appel à candidature, par exemple. Je vais vous dire, une dictature broie tout au Togo. Une dictature, quelle qu'elle soit. On est dans une dictature, c'est ça? Écoutez-moi ce que je dis. Une dictature, quelle qu'elle soit, quel que soit le pays, elle broie tout. Aujourd'hui, sincèrement, dans notre pays, nos traditions sont broyées, très politisées. C'est la faute aux chefs traditionnels. Nos chefs traditionnels. Qui ont voulu concéder ça. Voilà, nos chefs traditionnels, très politisés. Nos patriarches, très politisés. Aujourd'hui, quand il y a un problème, on ne sait même pas vers quel Togolais se tourner. Ça veut dire qui peut prendre de la hauteur. Il n'y a pas de CENI technique qui va y... À l'instant T, non. Il faut qu'on sorte de ce système imposé depuis 52 ans. Imposé? Oui. Moi, j'estime que lorsqu'on arrive au pouvoir par un coup d'État, c'est qu'on s'est imposé. On n'a pas fait autre chose. Je me rappelle, vous étiez sur une autre chaîne, on a déjà fait ce débat là-dessus. Donc, moi, ce que je veux, M. Niavi, que ce pouvoir comprenne qu'il est temps, qu'il gagne normalement. S'il gagne normalement, moi, ça ne me dérange pas. Parce que, vous savez, un parti politique sans idéologie, on ne voit pas comment il peut développer le pays. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'opposition aussi perde normalement? Accepter qu'on a perdu et que la page est tournée, on doit préparer... C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. C'est ce que moi je suis en train de vous dire. Parce qu'au même moment où vous taxez le pouvoir d'être de mauvais gagnants, on peut taxer l'opposition d'être de mauvais perdants aussi. Non, moi, je vais vous donner des exemples précis des élections. Vous savez, moi ce qui me frappe, c'est qu'à la veille des élections, des gens viennent dans les maisons, ils distribuent, moi j'appelle ça achat de conscience. Moi j'appelle ça achat de conscience, ce qui est interdit normalement par le code électoral. Je me rappelle lors d'une élection en 2013, si j'ai bonne mémoire, ça dit, vous mettez vos affiches, le système RPT Unir envoie les gens, ils vont aller déchirer. Vous savez, la même chose se fait dans d'autres coins où l'opposition est dominante. La politique, je ne veux pas citer de quartier, mais on a déjà vu ça dans d'autres quartiers. Écoute, la politique ne se fait pas qu'à Lomé. Au fait, à Lomé, nous tous, nous avons contribué, vous les journalistes politiques, nous avons contribué à instaurer au moins une démocratie à Lomé. Mais dans le coin reculé, et dans le septentrion surtout, mais tu fais attention à ta vie. Parce que tu es tellement minoritaire, pas parce que tes idées sont minoritaires, non, parce que les gens utilisent la force brute, la force sauvage, la force, je ne sais pas, pour s'imposer. Et ça, je ne veux plus de ça. Moi, je veux un candidat en face de moi, on fait des débats, c'est-à-dire... projet de société contre... Voilà, c'est ça, moi j'attends, je vous dis, c'est ce que j'attends de vous, vous les journalistes, invitez-nous face à face, et puis on va... Justement, vous savez, je ne vous taxe de rien, mais les politiques qu'on a au Togo, quand vous les invitez sur des débats économiques, des débats sur les questions de santé, sur les questions de l'environnement, sécurité, ils ne connaissent pas grand-chose. Ils ne savent faire que de la politique, généralement. Je vous dis, moi je connais. Ils peuvent vous faire un dictionnaire sur les réformes, mais sur les questions économiques, sur les questions sociétales et tout, ben, c'est complètement pauvre, là. Non, il faut lire. Moi, je suis quelqu'un, je lis beaucoup. Je vous envoie souvent des choses. Moi, je suis quelqu'un, je lis beaucoup. J'aime me cultiver, j'aime savoir, j'aime connaître mon pays. C'est pour ça, quand le Togo était au salon à Milan, si vous vous rappelez, soit j'étais opposant, je suis de l'opposition, mais je suis allé voir qu'est-ce que se passe, parce que c'est mon pays, parce que j'aime savoir. Et moi, je vous dis que l'objectif aujourd'hui de la C14, du PSR surtout, c'est que sortir de cette crise politique, enfin, et parler du social, parler des problèmes sociaux,
parler de nos hôpitaux. Vous savez, moi, je suis frappé par le président libérien. Je suis frappé. Il est Georges Weah, qui dit, bon, le premier cycle universitaire, c'est gratuit. Bon, ça, c'est pas aussi, c'était pas sa promesse de campagne, c'est pas contrainte qu'il l'a fait aussi. Non, écoutez, quand on se demande jusqu'où ça va tenir. Non, écoutez, moi, quand je prends cet exemple-là, il y a des gens qui nous ont dit gratuité dès l'école dans ce pays. Gratuité. Du primaire. Du primaire, gratuité. Mais du préscolaire. On y est. On ne paie pas. On ne paie pas les collages. Oui. Les parents ne payent que les cahiers et tout. Bon, c'est vrai qu'on sait que dans d'autres pays, la gratuité, ça comprend tout cela. Merci. Mais il y a un début. Ça veut dire que, pour le moment, nous ne sommes pas à la gratuité au Togo. Pourquoi j'ai dit ça? Peut-être même que le collège supprimé est inférieur à la tenue scolaire et aux fournitures. C'est-à-dire que vous êtes en train de dénier à ce pouvoir des actions concrètes pour le changement de la vie des populations. Oui, mais parce comme s'il ne fait rien. Quand je ne dis pas qu'il ne fait rien, je dis qu'ils ne font pas assez. Mais détourner les fonds publics, ça, ils en font beaucoup. Moi, Ce reproche est fait dans tous les pays. Oui, mais écoutez... Même Macron, on estime qu'il n'en fait pas assez. Vous savez, quand Macron est malade, il ne va pas aux États-Unis pour se faire soigner. Il se fait soigner en France. C'est ça la différence. Mais quand, chez nous, les gens sont malades, ils vont se faire soigner à l'étranger. C'est ça qui est... C'est-à-dire, la différence sur ce plan-là, elle est là. Vous savez, la COSA, le CHU de la COSA, Cara, il n'y a pas un scanner. Les gens sont obligés d'aller au Bénin pour aller se faire un scanner. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'à Lomé, il y en a déjà. Ouais. Non, mais c'est marrant. Comme nous parlons, c'est pourquoi c'est-à-dire vous êtes en train de toucher des points essentiels. J'en ai marre. Et pourquoi vous ne faites pas souvent ce débat et tout le temps c'est de la politique politicienne? Invitez-nous pour faire ce que je vous ai dit. Invitez-nous pour faire ce débat. Moi, j'en ai marre de la politique. La politique politicienne, j'en ai marre. Il est temps qu'au Togo, ici, on parle des choses concrètes. Est-ce que les Togolais mangent à leur faim matin, midi, soir? Ça, c'est des questions à se poser. Est-ce que, lorsque, dans ma préfecture de Sotobois, là-bas, un agriculteur est mordu par un serpent, quand il arrive à l'hôpital, est-ce qu'il est pris en charge d'une façon rapide? Ça, c'est des questions qui m'intéressent réellement. Est-ce que, lorsque l'agriculteur produit son maïs, est-ce qu'il le vend au prix réel, au coût réel, au prix de revient réel? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Mais nous sommes comme ce pouvoir, c'est que sur le plan social, c'est-à-dire que eux et nous, on ne peut pas débattre sur le plan social. Ils savent, ils n'ont rien à prouver. Donc, ils font tout et tout pour perdurer la crise politique. Comme ça, nous allons parler que de la politique, de la politique, de la politique. Qui fait perdurer la crise politique aussi. Ah non, en quoi faisant? Dans un pays normal, c'est le chef de l'État qui organise les débats. Dans un pays normal, c'est le chef de... Combien de fois, lui-même, on lui dit de faire... ministre vous invite, vous n'y allez pas. Lui-même, on lui dit de faire l'état de la nation. Combien de fois l'a-t-il fait depuis qu'il est élu président de la République? Bon, ça, il appartient aux députés de trouver un mécanisme pour l'y amener. Quel député? La majorité mécanique. C'est ça, je dis. Il est temps qu'on aille à une élection où tout le monde aura à rendre compte au peuple togolais. Vous voyez, c'est-à-dire, tout à l'heure, nous sommes en train de parler, vous dites, nous faisons que la politique politicienne. Moi, je vous dis, non. Je vous donne des exemples concrets qui nous amènent. Moi, si demain matin on dit attaque pas un ministre, mon premier acte, c'est de déclarer mes biens. Si je ne le fais pas, moi, je ne prendrai pas mon poste. Donc, voilà les choses sur lesquelles vraiment il faut qu'on se batte dans ce pays pour avancer. En tout cas, on aura d'autres occasions, Philippe Atakpa, pour vous recevoir et débattre de long en large. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous remercie, mais j'ai un dernier mot à dire. Rapidement. Le Togo est au-dessus de nous. Il nous regarde. Mes chers compatriotes, faites un effort. Il faut qu'on s'entende. Le gouvernement n'a qu'à faire un effort de respecter la feuille de route. Le gouvernement n'a qu'à faire un effort d'organiser des élections crédibles. Même si il gagne ces élections, on va applaudir parce que ces élections ont été crédibles et équitables. Je vous remercie. Merci à vous aussi d'être passé. On va marquer la pause et après on va passer à regard croisé.